Bonjour à tous, juste pour vous prévenir que cet épisode a été enregistré en mars 2020 avant la crise du Covid, à un moment où la crise du Covid était quelque chose d'impensable pour nous tous. Donc on va pas du tout en parler dans cet épisode. En revanche, il y a plein d'autres sujets qui sont hyper intéressants. Donc le parcours de Thomas qui est dingue, puisqu'il est très jeune, enfin il a aujourd'hui 31 ans, mais il a commencé à entreprendre très tôt, donc il explique tout ça. Et également ses méthodologies de travail pour gagner un maximum de temps et optimiser son temps. Il va notamment parler de la méthodologie d'Inbox 0 qui permet de libérer sa charge mentale et d'être beaucoup plus efficace. Et pour l'avoir testé, ça fonctionne vraiment. J'ai du mal à m'y tenir, mais ça fonctionne. Et il a aujourd'hui en 2021, donc mi-janvier 2021, sorti un article dessus. Je vous mets un lien en description. Je vous encourage à le lire parce que c'est hyper intéressant. Je vous laisse désormais écouter l'épisode tranquillement et je vous dis à très bientôt. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Contrevent saison 2, ça commence maintenant. Si t'es à la seule boulangerie du village, normalement, même si ton pain est pas bon, bah tu vas continuer d'en vendre et tu vas croire que t'es brillant. Mais en fait, le jour où tu vas avoir une boulangerie meilleure en face de toi, bah en fait, tu vas te dire mais pourquoi ils me piquent mes clients? Et peut-être que le problème, c'est que ton pain, y a pas assez de sel dedans. Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon@moon-moon.fr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire 3 choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-podcast. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. À bientôt. Bienveillance sans exigence, une espèce de monde de bisounours. Au bout d'un moment, on est quand même là pour faire du business. Et l'exigence sans la bienveillance, finalement, c'est plus le business comme on le fait aujourd'hui. En fait. Donc, c'est important d'associer les deux. Assez souvent, quand on crée une boîte, on comprend pas au début son business dans l'ensemble, en fait. Tu vois. Et donc du coup, le fait de mesurer des choses, le fait de prendre du recul et tout, même si au début on fait plein de trucs, machin, on fait les press, on fait le site web, on fait la vidéo, le machin, un truc. Des fois, juste maintenant, faut qu'on mesure un peu 2-3 trucs. Ça veut pas dire rentrer au même niveau que on doit être après 7 ans d'activité, tu vois, mais juste mesurer 2-3 trucs qui sont clés, quoi. Accepter ça, en fait, de ne pas pouvoir traiter des choses à l'instant T et dire ça, je le sors de ma charge mentale. Ce truc-là, c'est une notification. Est-ce que j'ai besoin de recevoir cette notification-là? Tu finis par te concentrer sur l'essentiel. Et en fait, tu te rends compte que quand tu as nettoyé, que tu as débroussaillé tout le marasme de tâches et de sollicitations et d'autres trucs en entrant, etc. En fait, alors la semaine de 4 heures, non, j'y crois pas trop. Mais par contre, tu sais que tu peux être beaucoup plus efficace. Et par contre, à l'inverse, tu peux ne pas faire une semaine de 4 heures, mais par contre faire beaucoup plus de choses. Eh ben le micro est réglé. On va pouvoir se lancer. Cool. Tu vois, c'est un des premiers interviews que je fais un peu sans transition. Je vais quand même te dire bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très très bien. Merci ça va super, merci beaucoup. Il commence à refaire beau là, donc c'est bon. Je suis hyper content d'être ici. Ça fait un petit moment que je voulais venir t'interviewer, même si tu le sais pas. T'étais dans la liste de mes 15 premières personnes, tu vois, que je voulais interviewer au tout début, donc quand je me suis lancé, donc c'est cool. Écoute, bienvenue, hein. C'est avec plaisir. La première question que je pose tout le temps, c'est si tu n'étais pas là avec moi en train de discuter, qu'est-ce que c'est en train de faire? Tu viens un petit peu d'y répondre juste avant qu'on démarre le podcast, mais tu vas pouvoir le redire. De manière générale, je sais pas forcément ce que je serais en train de faire, mais là j'étais en train de réparer un Zapier qui était cassé. Et sinon, très probablement en train de d'épiler des mails, probablement. Ok.
Justement, on discutait de ça juste avant, en parlant du Zapier. Tu disais que tu avais écouté Simon Robic, le podcast de Simon, et que tu étais assez d'accord avec lui. Est-ce que tu peux résumer un petit peu les points sur lesquels tu es d'accord avec lui ? Ah ouais, bien sûr. Alors déjà, j'ai trouvé ça très bien d'avoir un peu de visibilité sur ces outils no-code, parce qu'on n'en parle pas tant que ça en fait, je trouve. Dans l'écosystème, on en parle beaucoup, on en voit un peu tous les jours sur Product Hunt ou autre quand on fait notre veille, mais on va dire que c'est pas encore, j'ai l'impression, dans les mœurs de tout le monde. J'ai pas l'impression que ce soit le sujet de discussion, et je trouvais ça très chouette qu'il ouvre un peu les yeux, qu'il fasse ouvrir les yeux là-dessus. Et donc ça, j'ai trouvé ça top. Et comme je te disais, j'ai bien aimé aussi son idée d'aller dans l'espace. S'il veut, on peut faire des tickets, on peut prendre un ticket à deux. Je suis chaud. C'est super. Peut-être que vous aurez une réduction. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Je pense qu'il y a moyen. Le prix que ça va coûter. Je rebondis sur un truc que tu viens juste de dire. On a parlé assez souvent sur ce podcast-là de Product Hunt. Je vais réexpliquer un peu ce que c'est, mais en gros, c'est un site sur lequel il y a des nouveaux produits tech qui sortent très régulièrement, voire même tous les jours. Ouais, toutes les heures maintenant, j'ai envie de dire. Ouais, sur lesquels on peut aller voter pour tel et tel produit pour qu'il remonte dans une espèce de classement et que il soit le plus utilisé possible par des utilisateurs. Mais justement, il y a tellement... Enfin, tu viens de dire que tu faisais ta veille là-dessus. Tu fais vraiment ta veille là-dessus. Tu arrives à aller récupérer des produits tech comme ça sur Product Hunt. Moi, il y a des trucs que je repère que je trouve trop cool, en fait je m'en sers jamais parce qu'en fait il y en a tellement qui arrivent tout le temps qui ont l'air tous les plus cool les uns que les autres, c'est impossible, tu vois. Ouais, alors en fait je trouve que le niveau de qualité des produits sur Product Hunt a largement baissé ces dernières années. C'est-à-dire que il y avait une époque où Product Hunt, c'est là où tu découvrais des outils comme Front, ou enfin comme d'ailleurs la plupart des outils de eFounders. Donc eFounders, peut-être remettre du cadre, mais c'est un startup studio français qui a créé pas mal de très jolies boîtes, dont Front, qui est un outil de messagerie et d'email. Il y avait une époque où tu trouvais assez régulièrement des outils vraiment canons, quoi. Et t'avais les outils low code. Je pense que c'est probablement comme ça que j'ai dû découvrir Zapier d'ailleurs à l'époque. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense. Après, je fais pas ma veille exclusivement sur Product Hunt. Il y a du Medium, il y a du Twitter, voilà. Mais c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se passe. Et puis en fait, par association d'idées, ça permet de se dire tiens, il y a des mecs qui ont pensé à ça. Tiens, ça, je vois pas trop où est leur marché. Mais du coup, ça, je trouve ça toujours intéressant. Je trouve toujours intéressant de jeter un œil et de regarder de nouveaux produits. Parce qu'en fait, par contre, au-delà des outils et des idées de start-up qu'il peut y avoir derrière ça, dans Product Hunt, il y a toujours, je trouve, une notion de veille dans l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que tu vois quand même les grosses tendances, tu regardes la tête des landing pages, tu regardes la manière dont les messages sont poussés, même leur stratégie un peu de growth que tu peux on va dire analyser. Ça te donne des idées pour ton propre business, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est pas forcément le produit en lui-même, mais c'est plutôt tout le marketing qui est autour aussi. Voilà, quoi. Exactement. Et écoute, on l'a pas encore fait, mais on va pouvoir le faire. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas? Ouais, bien sûr. Donc Thomas, moi je vais avoir 30 ans cette année. Je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Guest Suite. Le métier de Guest Suite, c'est d'accompagner les professionnels dans la gestion de leurs avis sur Internet et plus largement en fait de les aider finalement à avoir une image qui soit authentique, qui soit le reflet de la réalité en fait, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est très très central chez pas mal de boîtes et nous en fait on fait ça depuis 7 ans maintenant. On les accompagne, on fait en sorte que leur image sur Internet, sur Google My Business, sur X ou Y plateforme d'avis, soit en fait réelle. Tout simplement. Elle soit pas fausse ou truquée par de faux avis, mais qu'elle ne soit pas non plus l'image de 2 ou 3 personnes qui ont donné leur avis, là où il y a des centaines de clients qui potentiellement auraient pu donner leur avis. Ça marche. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as pitché Guest Suite? Oui, je pense. Qu'est-ce que tu as dit pour expliquer ce que c'était? Parce que j'ai l'impression que ça a un peu évolué depuis le début. Ouais, ça a un peu évolué. Je pense que à l'époque, alors je vais répondre peut-être partiellement à ta question, mais je me souviens surtout du premier dossier qu'on a fait quand on allait chercher des fonds d'une autre initiative et des choses comme ça pour amorcer la boîte.
Et je me rappelle de l'accroche que j'avais mis sur la page de couverture du dossier. J'avais mis et si on révolutionnait le livre d'or, entre parenthèses, pour commencer, 3 petits points. Bon, voilà, c'était 2013, une autre époque, mais c'était pas mal en vrai. Ah, je sais pas, écoute, avec le recul, je pense qu'on fait beaucoup plus que révolutionner le livre d'or et qu'en fait on s'était concentré sur le moyen plus que sur la finalité. Non, mais on comprend l'idée, tu vois. On comprend l'idée, effectivement. Et effectivement, du coup, le pitch devait pas être très loin de ça, puisque je pense dans les premières slides, on devait retrouver une espèce de cohérence avec cette révolution du livre d'or. C'est d'ailleurs dans notre première vidéo, teaser de Guest Suite, on avait cette voix off qui à la fin disait Guest Suite, la révolution du livre d'or, un truc comme ça, quoi. Okay. Parce qu'à la base, on était vraiment très très centré sur le moyen, plus que sur le résultat pour notre client, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Parce que quand tu regardes, dans le fond, on fait exactement la même chose qu'en 2013. On a juste compris ce qu'on faisait. Ouais. C'est marrant. Quand tu t'es lancé là-dedans, tu t'es dit je vais révolutionner le livre d'or, mais sans savoir vraiment à quoi ça allait servir à tes clients, en gros, c'est ça. Ouais, alors en fait, on avait une douleur quand même sous les yeux, qui était notamment dans le tourisme, des établissements, des hôtels notamment, ou des campings qui avaient une perte de pouvoir face à des mastodontes type TripAdvisor, qui faisaient vraiment la pluie et le beau temps pour leurs finances, concrètement, puisque on va dire un mauvais classement sur TripAdvisor signifiait une mauvaise saison. Et en face de ça, donc il y avait, on va dire, un pouvoir très fort, et en face il n'y avait pas de contre-pouvoir pour eux. Et donc nous on est arrivé, on a dit c'est pas possible, il faut leur redonner entre les mains un outil pour qu'ils puissent d'eux-mêmes récupérer des avis et pas attendre que ça tombe du ciel et que quelqu'un veuille bien donner un avis. Il y a une stat qu'il faut garder en tête, c'est que si tu ne fais rien, c'est entre 1 et 2% de tes clients qui s'expriment naturellement. Et c'est généralement sur des avis très très positifs ou très négatifs. Voilà, c'est que des avis très tranchés. Et c'est faux de dire que c'est que des avis négatifs, parce que c'est pas le cas, mais c'est souvent des avis très très tranchés, très très positifs, très très négatifs. On s'exprime quand on est extrêmement ambassadeur, on parlait un peu en aparté tout à l'heure de l'enchantement, ou des gens qui sont effectivement très très déçus et qui veulent vraiment le faire savoir, quoi. Et par contre, toute cette masse de clients, donc là on parle des 98 autres %, en fait on leur donne pas le moyen de s'exprimer. Donc comment on fait pour leur mettre entre les mains un outil qui était ce livre d'or révolutionné, où au lieu de le garder pour soi et s'en gargariser entre soi en regardant les beaux mots et les beaux commentaires de ses clients, en fait faisons-le savoir. C'était l'idée. Ouais. Et justement, ça a bien évolué entre on révolutionne le livre d'or et aujourd'hui on fait de l'enchantement, comme tu viens de me le dire juste là. Si tu devais justement aujourd'hui pitcher Guest Suite pour des investisseurs pour qu'ils comprennent juste là où vous voulez aller, tu leur dirais quoi? Je pense que tu as une vision à plus long terme maintenant, tu as du recul sur l'activité. Ouais. Alors en fait, je pense qu'on leur dirait qu'on est déjà enclenché dans cette direction-là, hein, puisque on va pas pivoter ou changer de direction radicalement, mais on va continuer d'accompagner un mouvement de fond, je pense, sur le marché, qui est que les consommateurs sont à la recherche de plus en plus d'authenticité parce qu'ils ont perdu confiance fondamentalement dans à peu près tout ce qui touche de près ou de loin au commerce. Parce que le Dieselgate, parce que les fausses publicités, parce que les labels dans lesquels on ne comprend plus rien et qui n'ont aucune réelle crédibilité. Le greenwashing aussi. Le greenwashing, enfin voilà, en fait on peut faire le podcast en ne faisant qu'une liste de motifs pour lesquels les consommateurs ont perdu confiance. Et donc du coup, quand on perd confiance, on vient chercher à se réassurer, parce qu'on, mine de rien, on a quand même besoin de temps en temps d'acheter un nouveau vélo ou une nouvelle voiture. On a besoin pour X ou Y raison, parce que on va avoir un enfant, on va avoir de nouvelles choses à acheter, etc. On a besoin de prendre une décision éclairée. À peu près. Ouais. Et donc du coup, pour cette décision éclairée, on a besoin de retrouver de la confiance dans certaines marques, dans certains produits de consommation. Et nous, notre mission et notre job, c'est en fait de permettre aux entreprises qui sont nos clients, tout simplement d'être crédibles, d'avoir une image qui soit le reflet de la réalité,
d'attirer des clients qui soient cohérents par rapport à leur cible. Ça, c'est important aussi parce qu'en fait, on a aussi des entreprises qui qui ont une cible de clientèle. Dans l'hôtellerie, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en fait. T'as des lieux qui sont plus propices à des séjours en famille, des lieux qui sont plus propices à des séjours en couple. Le fait de lire des avis authentiques, si je vois une dizaine d'avis qui me parlent du super séjour romantique qu'ils ont fait avec leur épouse, ok, merveilleux, mais moi je suis pas dans cette cible là, du coup je vais vouloir autre chose, et donc du coup je vais pouvoir me faire une bonne idée et je ne vais pas être déçu en venant dans cet établissement. Quand je prépare les interviews, j'aime bien les fouiller sur les profils LinkedIn de mes invités. Ah, oula, et ça fait un bout de temps que je l'ai pas mis à jour, je pense. Ouais, mais c'est pas grave, il y a des choses intéressantes quand même. Et il y a, tu sais, tu peux donner ou recevoir des avis sur LinkedIn. Oui, c'est vrai. T'en as reçu 5. Et je crois que quasiment dans les 5, c'est des avis qui datent de avant que tu deviennes vraiment entrepreneur, je crois, et dans lesquels ils disent justement que tu as une âme d'entrepreneur. Ma question c'est, t'as toujours su que tu ferais ça ? Je pense que oui, clairement. Et pourquoi, selon toi, ça vient d'où ça, cette culture ? C'est un film que t'as vu ou... Ouais, alors plein de choses. Déjà, j'avais un papa qui était entrepreneur. Qui du coup je pense que d'une manière ou d'une autre m'a beaucoup transmis cette envie-là. Après en fait déjà dans mon parcours j'ai toujours ça a été assez naturel de créer des choses très très tôt en fait. Très tôt, je me rappelle même quand j'étais tout petit, j'étais assez souvent après l'école, du coup je venais faire mes devoirs, ou en l'occurrence généralement je faisais pas mes devoirs, donc du coup je gambadais dans les bureaux de la boîte de mon père, et en fait je vendais des dessins aux salariés, tu vois, c'était mon délire, je leur disais contre des bonbons, je sais pas quoi, et du coup je faisais mon petit commerce, je faisais des dessins, et puis je leur tu vois, donc en fait j'adorais créer des trucs, et tu vois, créer des trucs, et puis après ça a continué même un peu plus tard, hein, quand j'étais ado, tu vois, je faisais des petites créas de sites, je faisais des trucs, je mettais de l'AdSense dessus, je gagnais de la thune avec, dès que j'avais une certaine audience, je gagnais un peu de thune avec ça. Et puis après l'école de commerce, et là c'était une évidence quoi. Mon entretien, quand je suis rentré en école de commerce, ils font des entretiens, je leur disais moi mon objectif j'avais un objectif très précis que j'ai pas du tout fait, mais bon c'est pas grave, qui était je veux créer une boîte, je veux monter une boîte de com. Je voulais monter une boîte de com. Voilà. T'as quand même fait, on va en parler après, mais t'as créé une entreprise qui s'appelle YouCom. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que je l'ai quand même un peu fait, mais je considère pas que c'était parce que pour le coup à l'époque j'étais en fait, alors ça je vais raconter un peu peut-être, parce que pour mettre un peu de contexte là-dedans. Donc j'ai fait ça à partir de ma 2e année d'école de commerce, pour une raison très simple et factuelle aussi, qu'il fallait que je finance mes études, et que j'avais besoin d'argent pour financer mes études, et que voilà, des phénomènes de la vie ont fait que c'était nécessaire, et donc j'ai créé ça. En fait, j'étais en fait un freelance, voilà, qui faisait de la création de sites web pour des boîtes de la région, tu vois, des PME que j'allais démarcher. Je leur refaisais toute leur com, je leur faisais leurs flyers, leurs plaquettes, leurs logos parfois, leur site web, et puis voilà, du coup ça me permettait d'avoir un débouché nouveau à mon truc que je faisais déjà depuis 5-6 ans, de créer des petits sites web. Et puis en fait, du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à bosser encore avec d'autres freelances, parce que du coup, il y avait de l'activité. Et en fait, d'un truc où à la base, l'idée c'était de m'aider à financer mes études, je me suis retrouvé à avoir un truc où en fait, même j'avais un niveau de vie, on va dire agréable pour un étudiant, quoi. Et ça, c'était chouette. Et je pense que ça n'a pas aidé à me soigner du virus de la création, quoi. Génial. Et on revient aux recommandations LinkedIn, mais dans ces recommandations aussi, il y en a 3 sur 5 qui mettent le mot talent ou talentueux dans leurs recommandations. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi ils ont mis ça dans leurs commentaires ?
Je sais pas. Je pense que C'est un mot qui est assez fort en fait. Quand j'ai lu, je fais ah ouais, donc ils ont vraiment tous décelé le truc. Tu vois. Ouais. Déjà, c'est un peu bizarre d'expliquer. Ouais, c'est un peu bizarre d'expliquer. Du coup, ce que je te propose, c'est de te remplacer ça par autre chose. C'est t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ces recommandations et pourquoi est-ce qu'elles sont un peu toutes arrivées au même moment. Quand j'ai créé la boîte Gay Suite avec François, mon associé, qui a une dizaine d'années de plus que moi. Du coup, moi, j'avais 23 ans, en gros, quand on a créé, 22 ou 23 ans. En fait, on allait aller chercher des fonds, mais je n'avais à mon niveau aucune début de commencement de crédibilité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis retourné vers des gens avec qui j'avais déjà travaillé et je leur avais dit les gars et les filles, là, s'il vous plaît, allez juste prenez le temps de partager ce que vous avez vécu quand on a bossé ensemble. Si voilà, soyez honnête, c'est pas la peine de me lancer des fleurs, mais montrer que si ça vous a plu, dites-le quoi, tout simplement. Ouais. Et c'est pas très éloigné de ce qu'on fait avec Gay Suite. Hein. Ouais. Et donc il y avait déjà un peu de cohérence peut-être dans la logique. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, elles datent à peu près, je pense, toutes de la même époque. C'est marrant que tu me parles de ça parce que pour le coup, ça c'est vraiment un vieux truc, quoi. Parce que je pense que ça datait de 2013, tu vois. Et en fait, j'aurais dit voilà, s'il vous plaît, voilà, mettez juste un mot. Parce que pour le coup, je savais que ça s'était bien passé, qu'on avait, on avait eu moi, c'est des expériences que j'avais particulièrement appréciées et des personnes que j'avais particulièrement appréciées avec qui j'ai bien aimé travailler. Eh bien, j'aurais dit voilà, dites-le si ça vous a plu aussi, parce que moi j'en ai besoin pour être un peu plus crédible. Après, voilà, qui disent que je suis talentueux, ça c'est leur avis. Je suis le plus mal placé pour juger, je pense. T'avais mis ça dans ton mail. Mettez ça, tiens. C'est ça. Alors, ce mot-clé là, et puis en plus, tu sais, j'ai fait ça, mais en fait, je sais même pas si ça a eu quelconque impact à l'époque auprès des investisseurs. C'est ce que je voulais te demander. Est-ce que vraiment ils ont été voir ton profil? Ça, j'en sais rien, je vais te mettre. Mais tu sais, on se rassure comme on peut. Hein, tu me disais avant ce podcast que tu avais fait quelques interviews quand même sur des formats courts. Est-ce qu'il y a une question qu'on te pose et qui t'énerve? Alors, que je t'ai peut-être déjà posé. Non, pas encore. Il y a une question qui parfois qu'on me pose, c'est assez rare, mais qui peut m'agacer. C'est de poser la question sur le nom de Gay Suite, en disant mais en fait guest, ça fait plus invité, ça fait plus tourisme, etc. Ça c'est une des questions qui peut m'agacer, parce que alors de un, je pense que le nom d'une entreprise n'est pas un facteur essentiel de sa réussite. C'est très marrant parce que j'ai eu ce débat cet après-midi avec un de mes collègues. Ah bah tu vois, très drôle. Ah voilà. Et ça c'est le premier sujet. Et puis le deuxième, c'est nous on l'a assumé ce nom guest parce que en fait, et on parlait de l'enchantement, etc. Mais on essaye d'inculquer aussi chez les clients qu'on accompagne, une culture où s'ils veulent avoir de bons résultats, de bonnes performances économiques, il faut qu'ils commencent à traiter leurs clients comme des invités. Et chaque client est son invité. Quand on a, c'est pas un mot qui est vain en fait. Quand on a quelqu'un qui est notre invité, on fait en sorte qu'il se sente bien, qu'il se sente accueilli et qu'il ait envie de revenir. Et ça, c'est ce qui contribue à avoir une bonne expérience, et c'est ce qui contribue, in fine, effectivement, c'est presque un détail, à avoir un bon avis, mais parce que en fait ce bon avis va permettre d'attirer d'autres clients, va permettre d'avoir aussi du réachat, enfin voilà. Et du coup, chaque client doit être considéré comme un invité, et c'est dans cette logique là. Ça marche. Après, dis-moi, non, je dis ça, mais après je dis que ça m'agace dans le fond, parce que c'est effectivement qu'on n'est pas encore assez clair sur notre positionnement, peut-être sur ça. Mais en même temps, c'est toujours une bonne occasion de rappeler notre positionnement, donc c'est toujours utile. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a au contraire une question qu'on t'a jamais posée mais que tu aurais aimé qu'on te pose? Peut-être sur les valeurs de Gay Suite.
sur les valeurs de l'entreprise, parce que Quelles sont les valeurs de Guest Suite, Thomas? Voilà, tu vois, c'est bien, c'est très. C'est pour ça que je fais ça, parce qu'en fait après il n'y a plus de questions. Comme ça, en fait, ça permet à l'invité de te faire les questions, et comme ça, t'es un peu plus tranquille. Mais t'as raison, c'est comme ça, c'est une bonne façon de faire. Les valeurs, alors après, faut prendre le temps de les expliquer, parce que seules, elles ont moins de sens, je pense. Et puis en plus elles sont illustrées. Alors pour le format podcast, ça a peut-être moins aussi de sens. Fais de ton mieux. Mais je vais essayer de les illustrer et de les montrer comme ça. Mais la première valeur, c'est la bienveillance. La bienveillance, elle est illustrée d'ailleurs par cette petite étoile qui est au-dessus de nous et qui est pas très loin derrière nous, là, dans la cuisine des bureaux, et qu'on retrouve dans beaucoup de choses de notre communication. La bienveillance, c'est à deux titres. C'est la bienveillance que l'on a, nous, vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire qu'on traite un sujet pour nos clients, qui est un sujet qui est très émotionnel pour eux, le sujet de la vie, puisqu'on les attaque entre guillemets sur leur propre terrain, sur leur propre sur leur propre activité. Donc c'est un sujet qui est très fort. On doit être bienveillant vis-à-vis de nos clients, on doit être bienveillant entre nous, au sein de l'équipe. Parce que une startup, je pense que on n'échappe à aucune règle, c'est-à-dire que on est dans la gestion du chaos, parce qu'on passe de 20 à 50 en un an, et que du coup t'as tous les process ou les non-process qui explosent en vol, et que du coup on doit être bienveillant et résilient du coup dans tout ça pour s'en sortir, et pour accepter que il y a des choses qui vont évoluer avec le temps, que le middle management se met en place, etc. Donc ça, c'est bienveillance. À côté de la bienveillance, on associe toujours à l'exigence, et c'est hyper important. C'est-à-dire que bienveillance sans exigence, c'est une espèce de monde de bisounours. Au bout d'un moment, on est quand même là pour faire du business. Et l'exigence sans la bienveillance, finalement, c'est plus le business comme on le fait aujourd'hui, en fait. Donc, c'est important d'associer les deux. Et du coup, l'exigence, c'est l'exigence qu'on doit avoir envers nous-mêmes en termes de résultats à produire pour nos clients, en termes de résultats même au niveau des équipes. C'est cette exigence-là. La troisième, je te rassure, il n'y en a que 4. La troisième, c'est la conquête, parce que on a toujours cet esprit de conquête dans tout ce qu'on a fait, parce qu'il y a toujours un lien avec ce côté spatial, et qu'on aime bien illustrer nos communications autour des étoiles, de la sur le petit teaser et tout. Voilà, sur le teaser, etc. Donc il y a tout un sens autour de ça, et donc on retrouve la conquête spatiale. C'est assez logique. Je suis tombé d'ailleurs sur une vidéo d'un de vos séminaires, de post-séminaire. Oui. Où il y a un cosmonaute qui se balade sur la plage. Ouais, effectivement. Ouais. Là, on était parti assez loin. Ouais. Effectivement. Et donc, t'as bien fait ton travail. T'as été fouillé dans toutes les vidéos. C'est marrant qu'ils aient mis ça sur. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, faut avoir de la congruence. Tu vois, faut être aligné. Très sympa. Il y a rien de. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, donc ça c'était la conquête. Et puis la dernière, c'est l'enchantement. Tu vois, on en parlait pareil en aparté tout à l'heure. L'enchantement, c'est plein de choses. C'est fournir à nos clients les moyens d'enchanter leurs clients, parce que au-delà, en fait, le client n'attend plus d'être satisfait. En fait, s'il est pas satisfait, il demande le remboursement. En fait, c'est même pas un débat. Il cherche pas à être satisfait. Il s'en fout le client aujourd'hui. C'est même pas un débat. Il veut, on est à l'étape d'après. Il cherche à être enchanté. Il cherche, et dans un contexte en plus où c'est fait de manière respectueuse de ses valeurs, etc., etc. Donc pour les marques, c'est pas si simple que ça d'ailleurs de se positionner. Et puis, c'est l'enchantement qu'on cherche à avoir, nous tous, dans cette aventure. Et c'est pour ça que on se lève à 4h du matin pour aller faire des vidéos sur une plage en Vendée avec un cosmonaute, parce que ça nous amuse, et que après on est là au taf, et on se marre à regarder ça, quoi. C'est important. Ouais, complètement. Pas se prendre trop au sérieux. Là, je vais revenir un peu au début de ton parcours, même avant, presque. Peut-être que tu vas me répondre déjà un peu quelque chose de similaire à ce que tu as déjà dit, mais Thomas, à 18 ans, il veut quoi ? À 18 ans, il veut beaucoup de liberté, il veut quitter la Bretagne, et il veut quand même être entrepreneur. Ça dépend si Nantes, tu considères comme étant la Bretagne ou pas. Ouais, alors quitter Vannes, quoi. D'accord. Mais effectivement, oui, après, est-ce que j'ai vraiment quitté la Bretagne, ça c'est... Je veux pas du tout rentrer dans ce débat-là, parce que franchement... J'ai vu une interview de toi au West Web Festival où tu
tu laisses suggérer que Nantes c'est la Bretagne quand même. Oui, mais parce qu'en fait j'étais sur une scène où il y avait que des Bretons. Il y avait que des Bretons et je voulais me faire accepter, tout simplement. C'est exactement ce que je me suis dit, mais j'aurais fait comme toi. Voilà. J'ai une question un peu pourrie, mais j'ai quand même envie de la poser parce que je pense qu'il y a des trucs intéressants qui peuvent ressortir de ça. C'est une question que j'ai posée dans les tout premiers podcasts et que j'ai arrêté, mais je pense que ça peut être quand même intéressant. Est-ce que les écoles de commerce actuellement, parce que tu as fait une école de commerce, tu as fait Audencia à Nantes, oui. Est-ce que ça forme des entrepreneurs aujourd'hui, en 2020, tu penses? Est-ce que toi c'était ton cas déjà, tu penses, en 2000 Alors en fait, je pense qu'il n'y a rien qui forme un entrepreneur, déjà, de base. Par contre, être entrepreneur signifie qu'on va avoir besoin de certains outils. En termes de compréhension du fonctionnement d'une entreprise, en termes de compréhension des mécanismes de vente ou des mécanismes marketing ou des comportements du consommateur. Et ça, pour le coup, je trouve qu'une école de commerce l'apporte bien, en fait. Après, toutes les écoles après se valent pas et toutes n'ont pas les mêmes, on va dire, angles d'attaque des sujets, mais c'est pas l'école de commerce qui fait l'entrepreneur, en fait. C'est l'envie, parce qu'en fait, un entrepreneur, c'est probablement juste un commercial inconscient, en fait. C'est juste c'est quelqu'un qui ose peut-être un peu plus, ou qui, tu vois, mais au final les outils qui sont utilisés sont les mêmes que un business developer ou autre, avec plus de vision et d'ambition, en fait, tu vois. Mais ça, tu l'apprends pas, en fait. J'ai presque envie de dire, tu l'as au fond de toi, ou tu l'as pas forcément, quoi, je pense. Quand t'es en école de commerce, t'as commencé UCOM pendant l'école de commerce, c'est ça? Oui, tout à fait. Et dès que t'es sorti d'école de commerce, t'as commencé Guest Suite, ou t'as continué quand même cette partie activité UCOM Alors en fait, le tout début d'une activité comme Guest Suite, hein, il faut manger, mine de rien, c'est important. Pour le coup, moi j'avais pas trop d'autres ressources que mes propres ressources, hein, pour faire simple. Et donc du coup j'ai continué pendant un temps à encore faire un peu de UCOM au tout début de Guest Suite, en fait, on va dire la première année, quoi, grosso modo, peut-être un an et demi, quoi. Et ça me permettait tout simplement d'avoir un toit et de manger. Ouais, voilà. Complètement. En attendant que Guest Suite me permette d'avoir un revenu et de me payer, quoi. Et donc j'ai fait ça effectivement juste à la fin de mes études, en fait, directement, même plus précisément d'ailleurs, parce que l'histoire complète c'est presque ça, mais c'est pas exactement ça. En fait, après mon école de commerce, j'ai commencé à faire un master en communication à Sciences Com. Et donc en master 1, j'avais l'occasion de faire un stage. Et donc du coup, à la place de faire un stage, j'aurais dit, j'ai pas envie de faire un stage, j'aimerais avoir du temps pour créer ma boîte, en l'occurrence Guest Suite. Et donc du coup j'ai passé, au lieu de faire un stage, j'ai créé la boîte. Et puis au final, au lieu de faire le master 2, l'argent que j'avais un peu mis de côté pour me payer mon master 2, en fait je l'ai mis au capital de la boîte. Et j'ai fait un prêt en plus, un prêt, à l'époque c'était un prêt étudiant, parce que par contre à la banque j'ai dit que je faisais le master 2 parce qu'il faut pas déconner. Et d'ailleurs, fun fact, je finis de rembourser ce prêt en juin de cette année. Parfait. Avec les décalages d'il y a 7 ans. Est-ce que tu feras une fête pour l'occasion? Non, je crois pas, parce que ça vaut pas le coup de... Mais du coup, tu commences quasiment très rapidement, en fait, à la fin de tes études Guest Suite. Mais d'où ça vient, ce projet? C'est toi qui as eu l'idée? Alors non, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Alors, comment c'est venu? C'est venu simplement de cette rencontre avec François, hein, mon associé. Ouais. Parce que donc on avait bossé ensemble, du coup, quand j'étais chez Mon Nuage, We Like Travel, pour situer dans l'écosystème nantais. Et en fait, pareil, on avait un peu sympathisé pendant le stage. Et puis après
après après mon stage, j'étais justement pendant ce master en communication là, et puis j'envoie un message à François en disant tiens, j'aimerais bien te pitcher 2-3 idées, j'aimerais juste avoir ton avis quoi, histoire de challenger les trucs quoi. Et puis de toute façon les belles choses naissent des échanges et des rencontres, et il faut parler pour obtenir des choses. Donc toi de toute façon t'es allé le voir en mode j'ai plusieurs idées de business que j'aimerais lancer moi en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est ça. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Voilà, c'est tout. Voilà, donne-moi toi ton avis éclairé d'entrepreneur, dis-moi ce que t'en penses quoi, parce que je sais pas trop quoi en penser, et je sais pas si ça vaut le coup que je me lance là-dedans quoi. Donc je lui pitch mes deux trois trucs. Et puis lui, il me dit ouais, c'est marrant, aucun rapport, mais moi j'ai pensé à un truc, je mettrais bien des tablettes dans les hôtels pour récupérer l'avis des clients, parce que tu vois, les hôtels, ils ont un problème, ils arrivent pas à avoir des avis, mais en même temps, les plateformes d'avis, elles ont besoin d'avoir des avis, et tu vois, on peut se mettre entre les deux, et là je suis ouais, c'est une super idée et tout, trop bien et tout. Donc là, du coup, le cerveau qui se met à fonctionner. Je fais deux trois nuits blanches, je commence à bosser un peu, je fais un espèce de petit cahier des charges et tout. Je dis à François tiens regarde, j'ai réfléchi un peu à l'idée, regarde un peu ce que t'en penses et tout. On se fait des petites réunions et tout, on en parle. Et puis on finit par dire tiens c'est marrant, en fait on a le cahier des charges du truc qu'on pourrait lancer. Bon, t'en penses quoi, toi? Bon, et puis là, François dit, bah écoute, tu sais quoi, on va essayer, on va tester l'idée, quoi. Ok. Et vous commencez par quoi? Enfin, vous faites quoi à ce moment-là? Premier truc qu'on fait, on a levé des fonds. Ah non. Premier truc qu'on fait, on va voir une boîte qui fait du dev. Et on leur dit bah tiens voilà le cahier des charges, faites-nous un devis. Est-ce que vous pourriez nous faire un POC quoi de ça? Bon voilà, ils nous font un devis, bon il faut tant et tout. Et puis bah, POC, Proof of Concept, c'est un produit de base. Voilà, c'est ça, notre produit de base. Et donc du coup, voilà, on fait ça. Et puis en fait, on se dit bon bah voilà combien il nous faut pour démarrer. Et donc du coup, on lance le POC, on met du coup de notre argent. Donc, comme j'avais expliqué, je mets la thune que j'avais prévu de mettre dans le master 2. Plus donc, le prêt étudiant. Voilà, plus le prêt étudiant. Et puis c'est parti quoi. Et puis en fait on a un truc entre les mains. Donc après avoir un truc entre les mains, eh bien on dit tiens on va aller le présenter à des clients. Tiens ils en pensent quoi? Moi je vais faire mon petit tour dans Nantes. Je vais faire le tour des hôtels. Je me balade avec la tablette et je leur dis tiens. Vous metteriez ça, vous, dans votre lobby et tout, et puis voilà, on gagne les premiers clients comme ça. Ils te répondent quoi, ces clients, justement, quand t'arrives avec ta tablette il y a un peu de tout, parce que bon, le démarchage en physique, il y a une raison pour laquelle on le fait pas, c'est quand même casse-gueule. Et puis d'autres qui sont très bienveillants, quoi. Donc, et puis vu qu'il y en a certains qui sont bienveillants et qui voient l'intérêt, tu te dis tiens, il y a un truc, quoi, un truc à faire. Ouais, alors voilà, t'as eu l'idée de Guest Suite, mais il y avait déjà des acteurs forts sur le marché là-dessus, sur les avis clients. Alors évidemment, tu nous as expliqué que c'était très différent de ce qui existait aussi déjà, mais voilà, même tu peux te dire Google fait de l'avis client, même si aujourd'hui je sais que vous travaillez avec eux, mais vous êtes pas dit, il y a déjà des acteurs sur le marché qui sont déjà là, qui existent? Et en fait, si tu veux, ces acteurs forts sur le marché ont créé le marché. Tout simplement. Parce que le fait qu'il y ait un TripAdvisor, le fait qu'il y ait un Google, même un page jaune ou autre, fait qu'il y a un besoin marché, puisque le fait qu'ils existent induit que les consommateurs vont se tourner vers ces médias-là ou ces plateformes-là pour faire un choix. Et dès lors qu'on a dit ça, on existe, puisque eux ne peuvent pas être jugés partis en plus. Ils ne peuvent pas fournir les outils qui permettent demain, TripAdvisor ne te fournira jamais un outil qui te permet d'améliorer ta note sur Google. Et inversement. Éventuellement, ils vont te fournir des outils pour te permettre d'améliorer ta note sur leur propre plateforme. Mais le problème, c'est que le client, il voit un ensemble de choses pour faire son avis. Et du coup, eux ne peuvent pas traiter ce problème-là. Complètement. Et justement, dans la vidéo que je t'ai vu de toi sur du West Web Festival, tu expliques, ou je crois que c'est Sébastien Lecorfay qui explique, que vous êtes un des 9 partenaires Google sur justement ces avis-là. Plusieurs questions. Est-ce que c'est un avantage et est-ce que c'est compliqué de travailler avec Google ?
Alors, est-ce que c'est un avantage? La réponse est oui, clairement, puisque déjà, juste rappeler très concrètement en quoi consiste notre partenariat, mais en fait, il nous permet vraiment de fluidifier le dépôt d'avis sur Google et donc d'augmenter le taux de transfo et donc tout simplement d'avoir de meilleurs résultats sur notre promesse initiale qui est on vous promet d'avoir plus d'avis et donc, in fine, de meilleurs avis. Donc, ça nous permet ça. Tout simplement. Est-ce que c'est compliqué? Pas tant que ça en réalité. Et en fait, tout est une question aussi de valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous, on leur apporte aussi exactement ce qu'on se disait en 2013, c'est que les plateformes ont besoin des avis et ils ont besoin de gens comme nous pour être sur le terrain et pour permettre d'évangéliser les gens qui sont encore entre guillemets après dans la chaîne de valeur pour les permettre d'évangéliser ces gens-là et de récupérer l'avis auprès de ces gens-là. Donc du coup on a une utilité pour eux en fait. Ouais, ok. Et on a tous à y gagner. On s'est vu la semaine dernière, on s'est croisé la semaine dernière un peu par hasard et dans une réunion, et pendant cette réunion-là, tu expliquais qu'il y avait certains clients qui avaient du mal encore aujourd'hui à percevoir l'avantage d'avoir ces avis clients sur leur site. Tu sais, les acteurs du tourisme, ils ont bien compris, mais par contre, il y a plein d'acteurs où ils ont peut-être encore un peu du mal. Peut-être, je sais plus si c'était un exemple que tu as donné, mais je sais qu'aujourd'hui vous êtes rapproché d'une entreprise qui fait de l'avis sur les concessionnaires de voitures. Est-ce que, pourquoi certains ont du mal encore à comprendre aujourd'hui? On peut se dire en 2020, ça paraît évident que l'avis est très très important dans le choix des clients, quoi. En fait, dans le web, de manière générale, les révolutions vont un peu en cascade et commencent souvent par le tourisme. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent par le tourisme et qui après se diffusent petit à petit dans tous les autres secteurs d'activité. Et derrière, assez souvent, on retrouve l'immobilier, on retrouve fréquemment l'automobile et voilà. Et après, on redescend comme ça. Et t'as des professions qui, en fait, à partir du moment où ils ont compris que leurs clients leur disaient, je suis venu chez vous parce que vous aviez de bons avis, ça fait tilt en fait. Ils comprennent. Là, ils comprennent. On a des agences immobilières qui nous disent, moi, ce mois-ci, j'ai dans les mandats que j'ai récupérés, donc les mandats de vente, les gens qui mettent à la vente leurs biens, il y en a 7 qui m'ont dit qu'ils sont venus chez moi parce que j'avais de bons avis. En fait, un client comme ça, on n'a plus besoin de lui prouver ou de s'évertuer à lui prouver la valeur, puisque c'est factuel, quoi. Si il se rend compte que grâce à nous, il peut faire davantage de business, c'est factuel, quoi. Ouais. Et comment vous allez aujourd'hui chercher vos nouveaux clients? Enfin, tu me disais tout à l'heure, on parlait du démarchage physique quand tu étais avec ta tablette pour aller voir les hôtels, etc. Tu me dis c'est un peu l'enfer parce que tu te prends des vents, etc. Et aujourd'hui, tu sais quoi ta stratégie pour aller chercher justement des nouveaux clients? On a 3 canaux d'acquisition. Le premier, on fait beaucoup d'inbound marketing. C'est une stratégie qu'on a mis en place depuis à peu près un peu plus d'un an, presque un an et demi, qui du coup, comme c'est une stratégie longue, commence à vraiment porter ses fruits là maintenant. Là, tu vois, on a fait une centaine de leads sur le mois de février, donc le mois est même pas encore fini, donc c'est le record historique. C'est vraiment top. On a une deuxième source qui est un plateau de téléprospection. Qui est ici là, et on a après des partenaires qui distribuent la solution. Et donc c'est nos trois canaux de diffusion. Okay. Tu regardes South Park ou pas? Non. Enfin, je regardais, mais il y a longtemps. Alors, je regarde pas beaucoup, mais il y en a un sur lequel je suis tombé que je trouve intéressant et ça fait vachement écho avec ce que vous faites chez GasSuite. C'est un épisode qui est centré sur Yelp. Ouais. Où en fait, il y a un des personnages principaux qui se prend pour un Yelper et qui met des notes sur tous les trucs. Et en fait, dès qu'il arrive dans un endroit, il fait servez-moi bien, faites en sorte que ce soit gratuit parce que sinon je vous mets une mauvaise note. La tyrannie de la vie. Est-ce que justement il n'y a pas un risque de tomber là-dedans dans la vie à tout prix? Qu'est-ce que tu penses de ça? La vie à tout prix. La vie à tout prix. Ouais. Celui-là, ça je suis assez d'accord que c'est un risque.
C'est une réalité. Maintenant, finalement, nous, on traite quand même un volume d'avis qui est suffisant pour, entre guillemets, avoir un avis nous-mêmes sur le sujet. Ouais. Et j'ai pas le sentiment que ce soit une propension forte des consommateurs aujourd'hui. Alors qu'on le retrouve. Ce chantage, on pourrait appeler ça du chantage par rapport aux avis, mais finalement c'est relativement rare. Donc déjà ça c'est plutôt un phénomène qui est rassurant. Parce que les gens ont d'autres choses à faire que ça. Voilà, déjà heureusement les gens ont d'autres choses à faire que ça. Et c'est un type de clientèle bien spécifique quand même qui fait ce chantage, là. Je pense qu'il faut pas lui donner plus d'importance que ça ne doit en avoir en fait. Ouais, donc, bien sûr. voilà. Mais c'est aussi, de mon point de vue, vous venez aussi contrer justement un peu les biais de ce truc-là, parce que les personnes qui ont mis des mauvais avis un peu trop extrêmes, qui sont pas forcément justifiés, vous allez justement communiquer un peu avec eux pour Exactement. Comprendre pourquoi ils ont un mauvais avis et éventuellement changer justement cet avis-là. Et puis parce que en fait, quand on regarde bien, les entreprises, en général, elles vont satisfaire une immense majorité de leurs clients. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas G Suite qui va régler leurs problèmes en fait. Ouais. Si elles n'arrivent pas à satisfaire leurs clients, c'est pas nous qui allons régler ce problème-là en fait. Donc, si on part du postulat qu'elles vont satisfaire leurs clients, cette personne qui va donner cet avis-là, en fait, faut le laisser faire presque, j'ai envie de dire, puisque cet avis va être, entre guillemets, décrédibilisé par la montagne des autres avis qui vont donner un angle différent. Et en plus, toutes les plateformes permettent une réponse. Et la réponse, c'est un super outil en fait, parce que ça permet d'être extrêmement factuel et de répondre aux clients en disant voilà ce qui s'est passé. Nous avions bien noté par ailleurs votre menace de déposer un avis négatif. Ravi de voir que vous êtes exécuté. Nous laissons les autres internautes se faire leur propre opinion. Ouais. Mais voilà. Faut savoir utiliser les outils tels qu'ils sont et pas, de toute façon, on peut pas, enfin, il y a des phénomènes, des fois, faut pas lutter, en fait. Il y a des phénomènes, c'est factuel, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir ce comportement-là. Ouais, complètement. Est-ce que t'as un exemple d'un client avec qui t'as commencé à travailler, mais en fait, tu t'es rendu compte que beaucoup d'avis étaient négatifs et que lui, du coup, n'était pas satisfait de G Suite, alors qu'en fait, intrinsèquement, c'est de sa faute, tu vois? Est-ce que c'était déjà arrivé à un cas comme ça? Alors, de ma mémoire, non, mais c'est très sincèrement pas impossible que ce soit arrivé, d'avoir des clients qui effectivement avaient un volume d'avis négatif tel, mais de ma mémoire, non, j'ai pas eu, en tout cas moi, en direct, affaire à un client dans ce cadre-là. Ok, ça marche. Non, et puis parce qu'en fait, la réalité, c'est que les boîtes, au bout d'un moment, elles existent parce qu'elles font bien leur boulot, et si elles font pas bien leur boulot, elles arrêtent d'exister, et ça prend plus ou moins longtemps, en fait, selon leur secteur d'activité, le plus ou moins monopole qu'elles peuvent avoir sur leur sujet. Et le monopole, c'est pas qu'un monopole de fait, ça peut être un monopole parce que si t'es la seule boulangerie du village, normalement, même si ton pain est pas bon, tu vas continuer d'en vendre et tu vas croire que t'es brillant, mais en fait, le jour où tu vas avoir une boulangerie meilleure en face de toi, en fait, tu vas te dire, mais pourquoi il me pique mes clients? Et peut-être que le problème, c'est que ton pain, il y a pas assez de sel dedans. Je pense qu'il y a un biais aussi qui est que l'entreprise qui ne satisfait pas forcément ses clients, elle le sait, du coup elle va pas aller faire appel à un acteur qui va aller noter. Oui. Et pour le coup, il y a des boîtes qui font pas du tout le même métier que nous et dont le métier c'est de mettre que des faux avis positifs et t'achètes ça en pack et ça n'a rien à voir avec notre métier en fait. Complètement. Voilà. Là, on va parler un peu plus de toi en tant qu'entrepreneur. On en a déjà un peu parlé, mais ça m'intéresse de revenir sur cette question spécifiquement parce que c'est un peu une problématique que j'ai en ce moment. Mais comment t'avais pour gérer ton temps entre justement la fin du com et le début de G Suite, puisque tu devais, tu disais, tu devais te financer avec ta partie freelance, tu développais des sites internet, tu faisais de la communication, etc. Et le démarrage de ta boîte, quoi. Comment t'as réussi à t'organiser pour faire les deux? En fait, là-dessus, c'est une capacité peut-être de mener des sujets en parallèle. J'ai toujours mené plein de sujets en parallèle. C'est-à-dire qu'après, quand j'ai pu Ucom, j'ai été président d'une asso. Après, là, j'ai encore créé un autre truc l'année dernière.
J'ai toujours des choses en parallèle parce que ça me plaît d'avoir de tester d'autres choses et de créer d'autres choses. Donc ça n'a pas été, si tu veux, une difficulté. Maintenant, le sujet de l'organisation, puisque c'est ça, le sujet, ça c'est un sujet, je crois en tout cas que moi j'ai itéré au fil des années beaucoup. Vraiment, ça a été un sujet que j'ai énormément itéré, avec beaucoup de lectures, beaucoup de choses. Ça a commencé par les classiques ou le classique, tu sais, la bibliothèque classique de l'entrepreneur semaine avec de 4 heures. Exactement, la semaine de 4 heures de l'ami Tim Ferriss, le Get Things Done de David Allen, je crois. Je crois que c'est ça le nom de l'auteur. J'espère ne pas y avoir dit de bêtises. Et plein d'autres lectures où, au fur et à mesure, tu commences à comprendre qu'il faut que tu crées ton propre système d'organisation dans lequel tu as confiance. Ça, c'est le premier point. Déjà, quand tu as bien compris ça, déjà, tu as déjà gagné quelque chose. Puis après, faut trouver son outil. Donc, du coup, tu testes Todoist, Wunderlist à l'époque, Things, etc., etc., etc. Et tu testes tous les outils qui existent. Du coup, tu te sers de Product Hunt pour, tiens, il y a un nouvel outil de To-Do, je vais le tester. Mais bon, ça teste juste à procrastiner parce que du coup, tu déplaces ta liste de tâches d'un outil à l'autre, mais t'as pas l'impression d'avoir été, l'impression d'avoir été extrêmement productif, mais donc t'as juste déplacé une liste de tâches d'un endroit A à un endroit B. Et puis, du coup, et ça pour le coup, c'était pas à l'époque, mais c'est nouveau, mais du coup, c'est quelque chose moi qui a pas mal changé ma façon de bosser. C'est t'as peut-être entendu parler de ça, mais c'est la méthode Inbox 0. Se dire, en l'occurrence, moi, c'est tous les vendredis, je ne quitte pas le travail si j'ai encore un mail ou un sujet à traiter, quoi, dans ma semaine. Et donc ça signifie qu'au fur et à mesure de ta semaine, bah tu les traites déjà au fil de l'eau, et puis tu te dis putain, parce que s'il m'en reste 50 à traiter le vendredi à 15h, lundi matin quand j'arrive, c'est l'enfer. Voilà. Et puis savoir adapter, savoir dire aussi bah ça je ne peux factuellement pas le traiter cette semaine, donc je le reporte. Ça n'a pas besoin de venir impacter ma charge mentale du moment, puisque je ne peux pas le traiter à l'instant T. Accepter ça, en fait, de ne pas pouvoir traiter des choses à l'instant T et dire ça, je le sors de ma charge mentale. Ce truc-là, c'est une notification. Est-ce que j'ai besoin de recevoir cette notification-là ? Oui, non. Bon, jamais de côté. Et du coup, tu finis par te concentrer sur l'essentiel et tu te rends compte que quand Tim Ferriss, tu reviens à ta lecture d'il y a quelques années. Et tu te dis que quand Tim Ferriss te disait que tu peux automatiser des choses, que tu peux finalement ne travailler qu'en 4 heures, en fait, tu te rends compte que quand tu as nettoyé, que tu as débroussaillé tout le marasme de tâches et de sollicitations et d'autres trucs en entrant, etc., en fait, tu te dis, tiens, en fait, alors la semaine de 4 heures, non, j'y crois pas trop, mais par contre, tu sais que tu peux être beaucoup plus efficace, et par contre, à l'inverse, tu peux ne pas faire une semaine de 4 heures, mais par contre faire beaucoup plus de choses. Ouais. Voilà. Tu fais plein de semaines de 4 heures dans une semaine. Voilà, c'est ça, en fait. Tu peux faire, c'est ça, exactement, plein de semaines de 4 heures. C'est drôle parce que j'ai posé un peu ce genre de questions avec Quentin Adam. Ouais. Parce que quand ils ont commencé Clever Cloud leur apportait pas forcément beaucoup d'argent, et du coup, ils faisaient du dev en freelance, tu vois. Tout à fait. Unicorn for IT, c'était le nom. Ouais. Et je lui ai posé la question de comment il faisait aussi pour faire ces deux choses en même temps. Il m'a dit en fait c'est simple, tu bosses 2 fois plus. Ouais. Je trouvais ça assez intéressant comme réponse. J'avais une question que je pose tout le temps aussi, mais tu as déjà répondu. C'était comment tu t'es lancé, avec quel argent? Mais voilà, c'est avec Ucom, quoi, du coup, qui a financé. C'est ça. Vous avez aussi fait une levée de fonds. Oui. Est-ce que tu peux expliquer? Alors, on en a déjà parlé pas mal dans ce podcast-là, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse vachement, la levée de fonds, parce que je m'y intéresse, en même temps, ça reste toujours très nébuleux, dans l'explication. Comment tu en viens à te dire, je vais lever des fonds, pourquoi et comment ça se passe? Est-ce que c'est un process qui est lourd, qui est compliqué, selon toi? Alors, là, il y a plein de questions. Il y en a 10. Il y en a 10. Et je sens que en gros, je veux que tu me fasses une thèse sur la levée de fonds. Ok, très bien. Non, mais il y a beaucoup de débats autour de... Est-ce que j'ai 4 heures? Il y a beaucoup de débats sur la levée de fonds, sur est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire. Donc ça, on commence à y répondre dans mon podcast, en tout cas, je pense. Ça dépend beaucoup des boîtes. Exactement. Mais c'est plutôt ça dépend de l'équipe, et ça dépend de ce qu'on veut en faire, de ce qu'on veut faire de sa boîte, et à quelle vélocité aussi on veut aller, et où on en est dans sa boîte. Déjà, lever des fonds en France,
versus lever des fonds aux États-Unis, ça veut pas forcément dire la même chose. Ah, vas-y, ça m'intéresse aussi, ça. Je pense que lever des fonds en France, on est déjà dans une démarche où on a déjà commencé à prouver quelque chose. On a du fonds d'amorçage, mais généralement c'est pas vraiment fait par les fonds d'investissement, c'est plutôt fait par du réseau Entreprendre, des banques, des business angels qui font qui ont un super rôle sur le terrain, je pense. Et donc du coup, c'est déjà un tout petit peu différent. Là où aux États-Unis, il y a quand même un capital qui circule beaucoup plus librement, et ils ont ce qu'on appelle un peu plus la méthode de l'arrosage. Il y a quelques fonds en France qui sont là-dessus, mais il y en a quand même beaucoup moins que là-bas. Il y a beaucoup moins de capitaux qui circulent. On ne dira pas auquel on pense. Non, mais je pense que, voilà, et ils s'en cachent pas du tout d'ailleurs. En plus, Kima là-dessus. Je pense qu'on pensait tous les deux à Kima là-dessus. Ils s'en cachent pas du tout. Mais du coup, c'est comment dire ça, c'est nécessaire en fait d'avoir des gens comme ça dans un écosystème. Et c'est, je pense, aussi une des raisons pour laquelle on parle autant de l'écosystème de la Silicon Valley. C'est un écosystème où, malgré tout, il y a un volume de capitaux qui a circulé à un moment, qui a permis l'éclosion de cet écosystème-là. Et au bout d'un moment, voilà, c'est factuel aussi ça. Et donc, du coup, pour en revenir à notre sujet, sur pourquoi lever des fonds et comment lever des fonds, déjà le pourquoi, il faut avoir déjà prouvé quelque chose et avoir quelque chose de plus à prouver que cet argent nous permettra de prouver, je pense. C'est-à-dire que on a une idée au début, on doit se faire un peu mal à soi-même, entre guillemets, et s'investir soi-même, et donc on en parlait, investir de l'argent, etc., soi-même, pour finalement démontrer que le truc existe, et puis jouer aussi avec notre argent et pas que ceux des autres, parce que c'est important psychologiquement aussi, hein. Et puis une fois qu'on a dit ça, on a prouvé quelque chose, oui ou non. Et là on va voir des gens et on leur dit maintenant j'ai le sentiment que j'ai une amorce de marché et je pense que je peux conquérir le marché en faisant ça, ça et ça. Par contre, soit je le fais avec ma croissance naturelle et ça va me prendre 10 ans, soit on prend le marché en 2 ans. Et bon, pour faire ça, il faut investir plus rapidement, quoi. Et c'est beaucoup ça, l'instant d'inflexion où tu te dis ok, j'ai des métriques qui me disent que j'ai trouvé quelque chose qui plaît au marché, j'ai des gens qui sont prêts à payer pour mon produit, et en plus qui continuent à payer dans le temps, dans un modèle SaaS comme le nôtre, continuent à payer dans le temps, donc il faut continuer à aller adresser le marché. Et puis après, évidemment, bien surveiller ces métriques pour continuer là-dedans. Est-ce que ta levée de fonds t'a permis d'atteindre tes objectifs ? Alors la levée de fonds, elle permet pas que ça en fait. Elle permet d'atteindre des objectifs, c'est sûr, mais elle permet aussi de te structurer, parce que au bout d'un moment, comme t'as pas grand chose, tu vas vraiment à l'essentiel de l'essentiel, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis bah ouais, mais tiens, va peut-être falloir recruter une RH, va peut-être falloir mettre du middle management. Va peut-être falloir reposer un cadre au niveau des fiches de poste, par exemple, tu vois. Et c'est des choses où, en fait, si tu dois te concentrer sur ton urgence dans l'urgence, il faut aller signer un contrat avec ce client-là. Mais à côté de ça, une entreprise, elle a besoin de beaucoup plus de choses pour exister, pour vivre, en fait. Et donc, du coup, ça te permet d'accompagner aussi cette croissance en même temps. Elle ne permet pas que d'atteindre l'objectif, elle permet d'accompagner la croissance, en fait, et de pas exploser en vol, quoi, du coup. Est-ce que dans toute cette aventure de Gassuite, est-ce qu'il y a un moment donné où t'as voulu abandonner ? Ah non, je crois pas. Non, ça s'est toujours bien passé. Il y a pas un moment donné où tu t'es dit c'est trop dur ou... Ah non. En plus non. À la limite, moi j'ai plus un tempérament à abandonner si c'est trop facile, justement. Donc ça, c'est le fait que ça a jamais été d'une simplicité évidente, c'est ce qui me stimule beaucoup, en fait, dans mon tempérament. Et si un jour en fait on arrive à un stade où la boîte, on va dire, elle a un fonctionnement régulier, récurrent, et que on a pu un sujet d'ambition. Enfin, en fait, de toute façon, ça dépend que de nous, ça, d'ailleurs. Donc globalement, voilà.
là, ouais, je m'ennuierais et là, je me poserais des questions, alors, peut-être pas d'abandonner, mais de trouver dans le temps une porte de sortie. Mais là, franchement, on en est loin et quand je vois encore ce qu'on a à faire sur 2020, et parce que c'est vraiment le sujet du moment là. Ouais, non, je suis pas prêt de m'ennuyer là. Est-ce que tu discutes parfois avec des très très jeunes entrepreneurs pour leur donner des conseils ? Ouais, ça m'arrive. Et si oui, quels sont les conseils que tu donnes le plus ? Les conseils que je donne le plus, c'est déjà, alors il y en a peut-être deux maintenant. Le premier que je donnais, mais ça c'était avant. Le premier, je disais C'était quoi celui que tu donnais avant que tu donnes plus ? Parce que j'ai eu cette question à un moment donné. Que je donne un peu moins, on va dire. Juste doser sans se poser aucune question. C'était ça que tu disais. Voilà. Et je fais un chouïa moins parce que il y a aussi quelques malentendus sur l'entrepreneuriat. C'est pas tout rose en fait aussi. Il faut un état d'esprit. Il faut un peu d'inconscience. Il faut plein de choses. Et donc du coup je continue de le penser très fort qu'il faut oser, mais il faut oser en ayant conscience de son inconscience, tu vois. Ouais. Et du coup maintenant ce que je donne un peu plus c'est aussi de mesurer beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment vu une très grosse différence aussi chez nous quand on a vraiment commencé à mesurer beaucoup de choses et ça a vraiment changé les choses, je pense. Et même quand on a peu encore, on peut mesurer, parce qu'en fait le simple fait de mesurer des choses, ça te permet de dire à un prospect, tiens regarde, voilà ce que j'ai produit, et dire à un investisseur, regarde, j'ai X clients, il y en a tant qui se connectent à la plateforme. Ça te permet d'avoir des métriques et ça te permet d'être crédible en fait, et ça te permet au-delà de ça juste tout simplement de comprendre ton business. Et ça c'est très utile parce que, et c'est normal, assez souvent quand on crée une boîte, on comprend pas au début son business dans l'ensemble en fait, tu vois. Et donc du coup le fait de mesurer des choses, le fait de prendre du recul et tout, même si au début on fait plein de trucs machin, on fait les press, on fait le site web, on fait la vidéo, le machin, un truc, des fois juste maintenant faut qu'on mesure un peu 2-3 trucs. Ça veut pas dire rentrer au même niveau que on doit être après 7 ans d'activité, tu vois, mais juste mesurer 2-3 trucs qui sont clés, quoi. Ouais. Hyper important. À quoi ça a servi ce qu'on a fait. C'est quoi ton meilleur moment dans cette aventure de Guest Suite ? C'est toujours la question avec le plus de blanc avant la réponse. Ouais, je crois que mon plus beau souvenir avec Guest Suite, c'est le séminaire des 5 ans de la boîte. Parce que tu me parlais en plus des vidéos de séminaire. Tout à fait, mais c'est exactement cette vidéo-là que j'ai vue. Et non, parce que c'était séminaire de cette année avec le cosmonaute. Et il y en a une autre. Ça s'appelle Next 5, donc tu me parles des 5 ans. Mais mais c'est Next 5 parce qu'en fait, alors Next 5, c'était celui de cette année où on les projetait sur les 5 prochaines années. Ouais. Et celui-là, je l'avais appelé High Five parce que c'était ça fait un high five comme en anglais, quoi. Et puis c'était nos 5 ans. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que c'est le séminaire où on a annoncé la levée de fonds. On avait cette bonne nouvelle aussi à témoigner. On a eu c'était 2 jours de séminaire avec une ambiance extraordinaire. C'est à ce moment-là que l'équipe a rédigé les valeurs dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ça vient pas de moi, hein, c'est l'équipe qui les a rédigées pendant ce séminaire-là. Et puis c'est là où vraiment avec François, on a vu la force de la cohésion qu'il y avait dans cette équipe, quoi. Et là franchement tu te dis c'est ouf d'avoir des gens qui sont à ce point impliqués et qui tu vois j'ai toujours un peu de mal à dire ça, mais qui entre guillemets aiment la boîte, quoi, tu vois. Et tu fais putain, c'est cool, quoi. Et ouais, je crois que c'est un de mes plus beaux moments, c'est vécu avec l'équipe, et c'est ce partage, quoi, avec l'équipe, quoi. Et ça c'est un souvenir qui restera vraiment hyper longtemps, hyper longtemps. Et malheureusement, je vais te demander quel est ton pire souvenir. Pire souvenir, qu'est-ce que ça peut être? Attention, tu n'es plus en face du micro. Pardon. Non, parce que je tourne la tête pour réfléchir, je regarde au loin. Oui.
Pur souvenir. En fait, moi, j'ai une capacité à oublier les choses négatives assez forte. Donc, quand voilà, les choses positives, j'essaie de m'en souvenir, mais alors les choses négatives, j'essaie de faire abstraction complètement. Donc, c'est assez difficile pour moi de répondre à cette question. Tu vois. Ok. Si ça devient entre temps, ouais, si ça me vient entre temps, peut-être que je pourrais te citer des choses, mais en fait, voilà, s'il y a quelque chose de négatif, j'essaie de le mettre de côté parce que sinon sinon t'avances pas quoi. Ça fait une charge mentale. Ça fait une charge mentale, exactement. Il faut à tout prix éviter ça. J'ai préparé un petit questionnaire spécifique pour toi, un questionnaire sur les avis. Cool. Qui s'appelle À ton avis. Nickel. Voilà. À ton avis, c'est plus facile d'entreprendre en 2020 ou en 2010 Question à 5 € qui a été posée 1000 fois, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ton avis. Non, alors là, c'est pareil, vraiment, je pense. Le sujet n'est pas entreprendre en 2020 ou entreprendre en 2010. En fait, c'est juste qu'on n'entreprend pas de la même manière. Mais par contre, pour moi, c'est pareil. Ok. On peut avoir tendance à se dire, tu crées un site, une landing page, tu mets justement des appieurs, des machins, tu peux créer une boîte vite. Ce serait presque plus facile dans ce sens-là, parce que tu peux accéder à ton marché plus vite, mais tu vas pas accéder à ton marché sur les mêmes sujets qu'en 2010, je pense. Tu vois. Ouais. On a des sujets de société quand même qui sont très différents aujourd'hui. Et les entrepreneurs qui arrivent, je pense qu'ils vont... j'ai beaucoup aimé quand Vincent Roux disait dans son interview que l'objectif de Réseau Entreprendre, c'était 100% de projets à impact. C'est lourd de sens quand même, hein, pour une entité comme Réseau Entreprendre. Ça veut dire quand même que les lignes doivent bouger un peu, quoi. Ouais. Donc on n'entreprend pas sur les mêmes sujets. Par contre, clairement, entreprendre, c'est tu as envie, tu fais, et ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tu fais autre chose, quoi. À ton avis, la e-réputation est essentielle pour chacun d'entre nous? C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est les personnes, hein, pas les boîtes. Pour les personnes, tout dépend de ce que tu recherches dans la vie, en fait. Il y a personne pour qui ça n'a pas d'importance parce que ça n'a pas d'impact pour eux. Tout comme il y a des entreprises pour qui la réputation n'a pas de prise, on va dire, sur leur business. Mais si la réputation a une prise sur toi parce que ça te touche dans ton ego, ou parce que ça te touche dans ton activité, ou parce que ça te touche dans ta sphère familiale, comme on l'a vu récemment, oui, là oui, mais seulement dans ces cas-là, quoi. À ton avis, qui fera la prochaine licorne française? Qui fera la prochaine licorne? Non, que fera, pardon, j'ai là. Je sais pas lire. Je sais pas lire mes prochaines. Je sais même pas lire mes propres questions. Non, à ton avis, que fera la prochaine licorne française? Alors, qu'est-ce qu'elle fera? Elle pourrait faire plein de choses. Du coup, je pense qu'elle aura un impact sociétal. Est-ce qu'elle aidera les consommateurs à mieux consommer, ou est-ce qu'elle aidera les gens à trouver un emploi? Ou est-ce qu'elle aidera d'ailleurs dans un contexte où l'emploi va devenir quand même très compliqué dans les prochaines années, puisque on parle beaucoup d'automatisation, on parle beaucoup de remplacement entre guillemets de l'activité manuelle par soit des robots, soit des IA en fonction des métiers. Donc il y a forcément des gens qui vont se retrouver un peu mis de côté dans tout ça. Donc elle va peut-être être obligée de trouver une solution à ça. Moi je l'ai pas, mais je lui laisse le soin de le faire. Ça peut être des sujets assez lourds à aller adresser. Ouais. À ton avis, quelle start-up de l'Ouest fera la plus grosse levée de fonds cette année? Alors ça c'est une bonne question. Qui pourrait faire une belle levée de fonds cette année? Comme ça, je vais aller l'interviewer et je pourrais dire, je savais. Je le savais avant toi. En fait, ça c'est une question qui est difficile parce que soit t'es au courant et de toute façon tu peux pas le dire, soit t'es pas au courant et en fait tu pêches. Ça veut dire que tu sais mais que je peux pas me dire. Non, mais alors ce sera pas nos amis de Shopopop parce que je crois qu'ils ont déjà levé là en début d'année. Oui. Peut-être pourquoi pas au code. Ok. Pourquoi pas? On leur souhaite. Pourquoi je sais pas s'ils cherchent à lever des fonds. J'en sais rien du tout, je t'avoue. Allez, mais j'aime bien ce pari. J'aime beaucoup. À ton avis, c'est quoi le jeu à la nantaise? Le jeu à la nantaise. En fait, j'entends beaucoup parler de ce truc, mais je sais pas trop le définir. En fait, je me suis posé une question, c'est est-ce que le jeu à la nantaise n'existe qu'à Nantes? Ouais. Alors ça, c'est une première question. Du coup, quand on le définit, c'est quoi? C'est
apprendre à travailler ensemble, avoir de la bienveillance les uns envers les autres, pouvoir frapper à peu près n'importe quelle porte en sachant que globalement on se fera pas refouler ou que les gens se prendront pas pour ce qu'ils sont pas, quoi. En gros, moi en tout cas je l'analyse comme ça, quoi. Cette espèce de jeu collectif, d'abord dans le football où voilà on se fait son jeu de passe jusqu'à atteindre son but. Ouais, pour moi c'est ça, c'est travailler ensemble. Et je pense qu'on a des exemples formidables, hein, comme la cantine. Je crois que c'est en fait c'est synonyme en fait. T'as la cantine ou le jeu à la nantaise, quoi. C'est deux synonymes. Et puis maintenant t'as d'autres initiatives, encore d'autres. Mais parce que tout ça forcément un écosystème, ça évolue et voilà. Mais le jeu à la nantaise, ouais, pour moi, c'est cette espèce de bienveillance et de se dire qu'on peut aller parler à n'importe qui et enfin voilà, c'est simple, quoi. Ce podcast en est la preuve. On est à Nantes, hein, c'est pour ça que je pose cette question-là, mais je sais qu'aussi les Rennais, les Brestois, que je vais voir souvent, sont très très solidaires aussi entre eux. Donc, ouais, non, c'est pour ça que je dis, je suis pas sûr qu'en fait ce soit spécifique à Nantes, en fait. Je pense d'ailleurs, on a tout à gagner à faire un jeu à la bretonne et peut-être un jeu à la française, parce que déjà faisons un jeu à la bretonne, ce serait pas mal, mais en fait, rien nous interdit de mieux communiquer aussi au sein de l'écosystème au niveau France, en fait. Ouais. Alors là, j'ai une question. Je vais un peu l'expliquer. Mais je la trouve très intéressante. Voilà, je m'auto-congratule de mes questions. Est-ce que tu te donnes une bonne note sur cette question, c'est ça ? Je me donne une bonne note parce que je sais où je vais en venir, mais peut-être qu'en fait personne va comprendre ce que je veux dire. Je vais te la poser, après je vais un peu l'expliquer. Être entrepreneur, c'est refuser ou accepter ? Je vais te demander pourquoi je te pose cette question-là. Enfin, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on peut se dire, pour réussir certaines choses, on va devoir en refuser plein. On va être obligé de dire non à certaines choses. Et tu le disais tout à l'heure sur, non, mon emploi du temps, je suis obligé de dire non à ça parce que sinon, je n'atteindrai pas mes objectifs. Et à l'inverse, on peut parfois entendre, en fait, il faut saisir absolument toutes les opportunités et y aller à fond et pas trop se poser de questions. Donc voilà. T'en penses quoi de ça ? Alors, c'est pas vraiment une question au final. c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Du coup, je vais commencer par refuser le format de la question, puisque c'est pas ou refuser ou accepter, puisque vraiment c'est clairement les deux. Et du coup, tu me demandais est-ce qu'entrepreneur c'est refuser ou accepter ? C'est déjà refuser les règles ou certaines règles, pas toutes les règles, mais il faut bien des fois se plier à certaines. Mais du coup, ça commence par refuser effectivement certaines règles. Et du coup, c'est accepter effectivement un volume de risque qui est fort. C'est être, comme tu le disais tout à l'heure quand tu expliquais la question, accepter les opportunités ou savoir les saisir ou savoir, tu vois, sauter sur le bon sujet au bon moment. Et ça, c'est un truc, quand tu es au début de ta boîte, t'es obligé d'en parler à tout le monde, t'es obligé de le raconter à tout le monde, t'es obligé d'en parler le maximum, parce que sinon ton truc il n'existe pas, en fait il existe qu'au travers de toi. Et donc il faut lui donner une existence. Donc il faut accepter au début plein de choses, de faire des concours, des machins, des trucs qui font que tu te fais un peu connaître. Et puis après il faut savoir refuser pour pouvoir aussi se reconcentrer sur ce qui compte et sur ce qui est important. Mais tout ça évolue au fur et à mesure de là où tu en es dans ta vie d'entreprise et d'entrepreneur. Et effectivement, faut savoir dire non. Alors je vais pas retrouver la bonne citation de Warren Buffett là-dessus, mais il dit quelque chose d'hyper intéressant sur le fait de savoir dire non et que c'est assez essentiel en business. Et je veux pas lui faire l'affront de d'écorcher, de déformer la citation. Ouais, on arrivera à la retrouver sur internet. Là on arrive à la fin de l'interview. Mes 8 dernières questions que t'as peut-être dû étudier du coup. La première est très facile, c'est comment les gens peuvent te suivre et retrouver des informations sur toi au Guest Suite s'ils sont intéressés pour suivre un peu vos aventures. Alors, si c'est sur Guest Suite, on a un blog où on raconte pas mal de choses sur nos sujets qui sont très niches, d'e-réputation et avis. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, on raconte plein de choses, on essaie de décortiquer plein de choses là-dessus.
On est présent après sur LinkedIn, Twitter, etc. Moi, à titre perso, je suis pas très bavard. Après, on peut me trouver sur LinkedIn de temps en temps. Je raconte des trucs. Sur Twitter. Sur Twitter, un petit peu. Je raconte pas non plus beaucoup de choses sur Twitter. Je raconte 2-3 trucs, mais c'est voilà, c'est assez rare. Je suis très très présent, mais je veille. Voilà, mais je raconte pas beaucoup de choses. Donc ouais, Twitter ou Twitter ou LinkedIn, et puis ou sinon Instagram, mais là, ça sera surtout des photos de mon chien. Voilà. C'est peut-être un très beau chien. J'ai un très très beau chien. Voilà. Je pense qu'aucun propriétaire de chien dit que son chien n'est pas beau. Ah non, je te garantis. Je plaisante. Non, il a fait des concours, il les a gagnés. Non, c'est sûr, c'est avéré. C'est quoi ton actu du moment? L'actu du moment, aujourd'hui, on est sur 2020. On est en train de travailler sur G Suite. Je t'en ai parlé un petit peu sur le marketing de l'enchantement, sur ces choses-là. Et donc c'est des choses où on est en train de travailler dessus. Donc j'en parle pas trop, mais c'est quelque chose qui est chaud là, et sur lequel on travaille. On essaye de réfléchir à des choses autour de ça. Et alors ça s'appelle comme ça aujourd'hui, ça s'appellera peut-être différemment quand ça sortira, mais c'est un peu ça. C'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien? Sans aucune hésitation, c'est un outil que j'utilise pour gérer ma boîte mail qui s'appelle Superhuman. Qui est un outil qui est juste exceptionnel pour j'en parlais un peu tout à l'heure, je crois, de Inbox Zero, et voilà. Et donc c'est un outil qui te permet vraiment d'avoir un flux dans tes idées et dans ton travail qui est vraiment incroyable, et c'est un super outil qui est que sur invitation, et qui est assez, enfin même leur modèle d'acquisition client, et il y a tout à s'inspirer d'eux. On parle beaucoup de produits SaaS. Ils se sont mis sur l'axe, tu sais, des produits SaaS de luxe, entre guillemets. Alors, je suis pas du tout fan de cette appellation-là, mais ce côté très raffiné dans le pixel perfect, etc. Tu vois. Et alors qu'en fait, leur valeur ajoutée, à mon sens, elle est même pas là. En fait, elle est dans le côté extrêmement simple de la solution, et tu fais tout au clavier. Enfin, moi, je suis très, je fais tous mes raccourcis au clavier, tu vois. Et l'idée, c'est que tu vois, tu te mets sur ton sujet, et pendant 1 heure, t'es une machine, quoi. Et tu traites tes mails, tu réponds, tu forward, t'attribues, tu te mets un reminder, et tu vois, tu te poses pas de questions, quoi. T'avances, tu descends dans tes mails, quoi. Et ça, c'est le genre d'outil parfait qui te permet de le faire. Et avant, j'étais un adepte de Google Inbox que malheureusement ils ont tué. J'étais extrêmement triste le jour où ils l'ont tué. Et du coup, je pense que les mecs de Superhuman l'ont bien compris qu'il y avait un marché là-dessus, parce que du coup, ils ont attaqué tous ceux qui étaient à fond sur l'outil gratuit de Google à l'époque, et qui ont cherché à aller vers... On mettra un lien d'invitation dans la description du podcast. C'est ça. Bah, vous pouvez, en fait, vous pouvez me demander, vous m'envoyez un mail. Moi, je vous envoie une invitation. C'est thomas@guest-sud.com. Je sais pas si t'aurais dû faire ça. Écoute, on verra. Mais parce que, en fait, tu veux... Après, tu vas recevoir 2 mails, je vais être la merde, en fait. Personne n'écoute. Bah, comme ça, je pourrais te donner une idée, tu vois, de nombre de personnes qui ont été jusqu'à ce moment-là de l'interview, déjà. Peut-être que tous ceux qui ont été à ce moment-là sont pas intéressés par l'outil. On peut tous te demander. Ça te fait une idée toute trop. Ouais, carrément. Bon. Allez-y, écrivez finalement à Thomas. C'est quoi ton rêve? Mon rêve... Aller dans l'espace avec Simon Robic. Ouais, peut-être. Dans l'espace, non. Moi, j'aimerais bien... c'est mon rêve, mais depuis longtemps. Et puis à force, je sais plus si ça restera mon rêve, mais j'aimerais vraiment, vraiment habiter dans la Silicon Valley. Ok. Ouais, et monter un startup studio là-bas. C'est parti. Voilà. Demande à Rose Pirot comment faire. Hop. Ouais. Et tu vois, vous faites l'inverse. C'est ça. Ouais, c'est ça. On peut. Ouais, non, mais c'est ça. Et ouais, un startup studio, ça c'est sûr et certain, et je le ferai. Bon, après la Silicon Valley, c'est plus compliqué parce que pour plein de raisons. Mais ça doit déjà un peu exister, non? Pas comme ça. De quoi? Des startup studios. Il y en a plein des startup studios. Il y en a plein. Ok, c'est un très beau rêve. Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre?
Alors pour le coup, celui-là, je l'ai travaillé. Parce que du coup, j'ai écouté les autres podcasts et je me suis dit, tiens, il va me poser cette question-là, comme ça, je vais avoir l'air intelligent en répondant. En fait, j'avais écrit plein de trucs, mais il y a un truc, moi, qui me tient bien à cœur et qui est aussi un peu en lien avec les valeurs de Guest Suite et qui révèle d'un état d'esprit. Et du coup, faudrait y assister pour savoir ce que je mets derrière, mais le titre serait La tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Ok, magnifique. Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast ? Alors, de la même manière, j'ai un peu réfléchi au truc et je pense que ce serait super intéressant d'interviewer Jean-Loup Racine. Je sais pas si tu connais Jean-Loup, c'est fondateur d'une boîte qui s'appelle Le Phare à Nantes, qui est une boîte qui est dans le digital depuis vraiment longtemps maintenant, qui a fêté ses 20 ans cette année. Donc voilà. Et vraiment, c'est quelqu'un que, à titre perso, j'apprécie beaucoup et à qui on partage beaucoup de valeurs. Et vraiment, c'est comment dire ça, c'est quelqu'un qui mérite d'être entendu, je pense, un peu plus sur ce genre de format aussi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas abordé tous les deux que tu aurais aimé qu'on aborde ? Pas spécifiquement, non, pas spécifiquement. Si tu entends quelqu'un dire que tu es à contre-vent, t'en penses quoi ? Alors ça dépend. Ouais, c'est moi j'aime bien en fait lire ça en disant contre vents et marées, tu vois, un peu versus contre les éléments et comme je te disais, moi je travaille beaucoup mieux à contre-vent justement, donc ça me plairait. Contre vents et marées et face à l'adversité, c'est comme ça que j'ai fait et construit beaucoup de choses dans ma jeune vie. Et ouais, non, ça me plaît bien. Bah écoute, merci beaucoup Thomas. Ouais. À très bientôt. Merci à toi. Salut. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech, GROWTH espace TECH, et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans 2 semaines. Kenavo. Bye. Ciao.